Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est parti aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous du français des affaires. Donc, comme d'habitude, vous allez assister à une petite présentation. Pendant la présentation, il vous sera possible de poser toutes vos questions dans le chat que je ne manquerai pas de relayer à notre intervenant du jour, qui est donc Alexandre Hall, directeur adjoint du français des affaires de la CCI Paris-Île-de-France. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour Anne, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre et nous allons parler de partenariat, nouer des partenariats pour des offres de cours, pour créer des cours de français professionnel. Bon, ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau de créer des cours de français professionnel, mais qu'est-ce qui peut avoir changé? Quelle est la bonne formule? Comment ça se passe? Je pense qu'Alexandre va tout nous dire. Allez, je te laisse Ben, la parole, j'espère. Alexandre. Très bien, merci beaucoup Anne. Donc, je vais d'abord vous les petits détails techniques, partager mon écran afin que vous puissiez voir la présentation. Alors, 2 petites secondes et c'est parti. Normalement, Voilà, ça se c'est met en bon route. pour Euh, tous. voilà, on va mettre en grand format. Oui, merci Anne. Ce sera Ça plus joli devrait pour tout être le monde exactement. et ça va bien se passer. Alors, c'est en cours, c'est un petit peu lent, mais Il faut dire que voilà, oh, ça y est. superbe, c'est C'est parfait, bon? c'est parfait. Alors, en effet, Anne, comme tu le disais, le français professionnel, bon, bah, les centres de langue, en règle générale, ont toujours eu des cours français, de français professionnel, mais on constate depuis quelques années une évolution d'ailleurs assez importante, un, un- comme un changement de paradigme. Alors, c'est lequel? C'est que les centres de langue, alors centres de langue au sens large, hein, centres de langue privés, Alliance française, Institut français, institutions éducatives, hein, les départements de français des universités, les lycées professionnels, les centres de formation en règle générale, adoptent une approche différente quand il s'agit de créer une offre de français professionnel. Donc, on va voir avec vous aujourd'hui ce qui commence à changer, ce qui a changé. Traditionnellement, historiquement, comme je le disais, le français professionnel a toujours existé, mais majoritairement, hein, il y a toujours eu plein d'initiatives très différentes, mais majoritairement, il y a 2 cas de figure qui se présentaient. Euh, les centres de langue faisaient face avaient plutôt une politique, une logique de réponse à une demande spécifique. C'est-à-dire que le public venait vers vous, soit un public, soit des individus, soit des entreprises, par exemple, qui venaient vous demander des cours de français. Donc ça, c'était une grande majorité quand même euh, des cas de figure. Donc, après l'analyse des besoins de ces clients qui venaient directement vers vous, soit il y avait une offre de cours particuliers pour les individus notamment, mais également pour les entreprises, soit quand une entreprise le demandait pour plusieurs de ses employés, on créait un cours intra. Donc, soit il n'y avait pas de besoin très spécifique et on proposait on proposait à l'entreprise d'intégrer les études, leurs professionnels, leurs employés dans les cours, dans vos propres cours de français langue étrangère, soit on créait un module sur mesure et on envoyait un ou plusieurs enseignants dans l'entreprise. Donc ça, c'est toujours un modèle, bien évidemment, qui existe. Plus vous êtes positionné sur votre territoire, plus vous êtes reconnu comme, comme centre des langues ayant la capacité de répondre à des demandes spécifiques, De à être s'adapter. exactement de s'adapter, plus, bien évidemment, les entreprises viendront vers vous. La manière de construire les offres, bien évidemment, plus vous êtes sur du sur-mesure, ce
qui est un peu embêtant pour vous, c'est qu'en termes de rentabilité, c'est que vous avez des difficultés à standardiser ces offres. Et puis, c'est souvent très difficile dans ce cas de figure de créer des formations inter. Donc, par formation inter, on entend créer un cours au sein de son centre qui va répondre aux besoins transversaux de différentes entreprises en même temps. Un autre cas de figure qu'on rencontrait très souvent, un petit peu plus longtemps, ça existe encore, mais moins fréquemment, je pense, on le voit moins fréquemment, c'est que le centre de langue, que ce soit dans une université, que ce soit dans un centre de langue privé ou institut Alliance française, on recrutait un enseignant spécialisé. Bon, un enseignant spécialisé ou un enseignant, euh, comment dire, passionné, qui, en règle générale, on le repérait parce qu'il avait un double cursus. Ça, on l'observait beaucoup dans les années 90 jusqu'aux années 2000, qui avait étudié ou travaillé dans le milieu de l'entreprise ou pour un laboratoire médical, etc. Et cet enseignant, du coup, soit on voyait une opportunité et on créait un cours de spécialité sur catalogue, c'est-à-dire dans son centre de langue, sur son site internet, on mettait voilà cours de français des affaires, etc. Et cet enseignant était chargé de concevoir complètement ce cours. Soit dans une université, cet enseignant était chargé de créer une mineure en français. Donc bah, là aussi, l'inconvénient de ce cours, c'est qu'il était parfois peu pérenne, car quand l'enseignant partait, le cours disparaissait. Il y avait très peu de suivi ou de reprise de ce cours. Et le réflexe, en tout cas ce que nous, on a pu observer pendant des années, c'est que cet enseignant créait ses cours de spécialité, ses séminaires en français. Le besoin sur le territoire n'était pas forcément défini et c'était souvent pour des niveaux avancés. Il y avait très peu de choses pour les niveaux débutants. Et ça, c'est ce qui commence à changer également. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la bonne formule maintenant pour pouvoir développer ces cours de français professionnel? Alors, la bonne formule, il n'y a pas forcément de formule miracle, mais je vais voir avec vous, vous indiquer un petit peu toutes les initiatives qui C'est fleurissent ça. finalement à l'heure actuelle, des centres de langue, des universités, alliances, instituts qu'on accompagne depuis de nombreuses années et depuis 10 ans, quelles sont les tendances. Donc, depuis une dizaine d'années, bon, déjà, il y a plusieurs constats qui peuvent être faits. Euh, il y a une baisse des effectifs euh, pour les cours depuis déjà de nombreuses années, hein, il y a plus de 15 ans. Une baisse des effectifs ou un désintérêt pour les cours de français plus traditionnels, on va dire. Par exemple, dans les départements de français, c'est le cas aux États-Unis, par exemple, où les majeurs en français, les cours de majeurs en français, euh, où on enseigne, où on vient apprendre le français finalement sur un cursus complet avec alors, du français, ça peut être du français langue étrangère, mais c'est souvent de la littérature française, la culture française, grammaire, traduction, etc. Ce sont des cours qui attirent moins d'étudiants. On peut avoir aussi une baisse dans les centres de langue, de cours de français, parce que selon les besoins, il y a la concurrence d'autres centres, il y a la concurrence d'autres langues, enfin, il y a tout des éléments externes. Donc, beaucoup de centres, et encore une fois, quels qu'ils soient, hein, cherchent à diversifier leur offre de cours. Donc, on parle, hein, les cours pour enfants, pour français très précoce, hein, des très jeunes enfants, des adolescents, euh, des cours de français professionnel rentrent bien évidemment dans cette recherche de diversification, puis on va aller chercher de nouveaux publics. On va avoir une approche différente dans ces nouveaux publics. On a eu en 2018 également le plan francophonie qui a été lancé par le président Emmanuel Macron, hein, qui était comment ça s'appelait exactement, l'ambition internationale pour la langue française et le plurilinguisme. Ça, c'était en 2018. Et une grande partie de ce plan intégrait la notion de francophonie économique, avec, dans les actions du plan de francophonie économique,
des demandes de développement de cours de français professionnel, de mettre plus le lien entre formation et emploi. Donc là, ouais, il y a pas mal de mesures, il y a eu de la professionnalisation derrière, il y a eu pas mal de choses suite à ce plan francophonie économie. On trouve également un attrait de plus en plus fort pour les pays francophones, toujours d'un point de vue économique, hein, on en parle beaucoup plus, on en parle beaucoup, euh, l'accroissement du nombre de francophones dans les pays d'Afrique francophone notamment. Euh, donc voilà, ça, il y a un besoin pour le français professionnel qui est de plus en plus marqué. Et puis, il y a eu aussi parallèlement, dans tous les centres, l'intégration euh, de la démarche qualité, beaucoup plus de formation soit sur le marketing des cours, soit sur l'approche, avoir une approche différente des publics. Donc, voilà, le changement de paradigme qu'on observe, c'est on part d'une logique de demande, on répondait à des demandes de français professionnel, à des demandes de cours de français, et on part plus vers une logique d'offres, de proposer des offres structurelles. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on est sur une offre, on veut proposer une offre sans forcément répondre à une demande explicite. On va aller chercher les demandes non formulées finalement. Donc, on a une analyse du marché des opportunités qui doit être accrue, connaître mieux son territoire euh, d'un point de vue économique pour voir s'il y a des opportunités de formation en français professionnel. On est dès le début, quand on veut lancer une nouvelle offre, quand on veut décider, quand on met la création d'une offre professionnelle au cœur même de sa stratégie, on réfléchit à la création de partenariats et on doit réviser son argumentaire parce qu'on ne vend pas les cours de langue française de la même manière quand on s'adresse à un grand public français langue étrangère, à un public de professionnels ou de futurs professionnels. On doit bien évidemment proposer une offre qui doit être revue, qui doit être étoffée, une offre de français. Et puis, on le verra également, on va pousser vers une prescription de ces offres, de cette offre, que l'offre que l'on va proposer va être prescrite et on va voir avec quel partenariat on peut le prescrire. Donc finalement, ce qui change, c'est sur 3 points. Ça amène, ce changement de paradigme amène les centres de langue à réfléchir sur la redéfinition de sa cible, qui va être intéressé par mes cours de langue, par mes cours de français, professionnels, j'entends, hein, je parle vraiment des cours de français spécialisés, cours de français pro, qui réfléchir sur le contenu, qu'est-ce que je leur propose, donc le quoi, et la question qui nous intéresse le plus aujourd'hui, sur le comment. Comment je vais développer ces offres, comment je vais débrouiller pour que cette offre soit largement diffusée, puisse trouver finalement, puisse être intéressée par les cibles que je vise. C'est ça. Alors justement, quelles sont ces cibles? Puisqu'on a une offre structurée, mais à qui la présenter? Quelles vont être les personnes intéressées par Par ces- ces offres? Alors, les cibles, là, pour le coup, ça ne change pas. Ce sont les cibles habituelles des cours de français professionnel. On va les retrouver soit en formation initiale, soit en formation continue. C'est-à-dire que vous avez deux grandes cibles en général pour le français professionnel. Soit on cible les futurs professionnels, c'est-à-dire les étudiants. Les étudiants qui auront besoin, une fois qu'ils auront terminé leurs études, de mettre sur leur CV cette compétence de français professionnel. Je parle français, je parle un français qui est adapté au secteur professionnel euh, que je vais embrasser. Donc, du coup, on va retrouver, en tant que centre de langue, vous avez deux cibles, hein, soit directement les établissements, donc on part plus sur une vision, une notion de cours intra ici. Donc, quels vont être les établissements partenaires, comme je l'indique sur la diapositive, les facultés, les départements de français, des universités, mais aussi des centres de langue, hein, vont être intéressés par regarder un peu ce qui se passe dans les facultés, faculté de médecine, faculté de droit, faculté de business, euh, voilà, tout type de facultés vont s'intéresser aux besoins des jeunes qui se trouvent dans les lycées hôteliers, dans des écoles de mode, dans tout ce qui est le système éducatif public, mais aussi privé de sa région. Mais il y a aussi la cible directe, c'est-à-dire les étudiants.
Et on va essayer de drainer dans notre centre de langue des étudiants qu'on va trouver dans des départements de français, parce qu'ils sont dans des départements de français, mais ils n'ont pas forcément des cours de français professionnels. Ben, ça peut être une cible intéressante. Des étudiants qui sont dans des facultés, comme je disais, facultés de médecine, etc., qui n'ont pas de cours de langue dans leur faculté, mais si vous révisez bien votre argumentaire, peut-être que vous pouvez les attirer dans vos centres de langue sur des cours particuliers, dans les lycées hôteliers, dans des écoles métiers, dans des écoles militaires, enfin voilà, dans toutes ces facultés ou ces écoles spécialisées. La deuxième grande cible, ce sont les actifs, ce sont les professionnels. Ceux qui sont déjà sur le terrain. Ceux Voilà. qui sont déjà sur le terrain, exactement. Et là, pareil, hein, on a ce système binaire avec soit on vise directement les entreprises, de l'industrie touristique, des administrations pour les relations internationales, les centres d'appel, enfin voilà, toutes les entreprises qui pourraient être intéressées par des cours de français. Quand on pense français professionnel, on pense automatiquement les entreprises françaises installées dans votre région. Il n'y a pas que celle-ci. Nous, on se rend bien compte, et aux Français des affaires, qu'on a également intérêt, certains centres de langue arrivent à développer des cours avec des entreprises locales qui ont soit des fournisseurs venant de pays francophones, soit des objectifs de conquête de marché dans des pays francophones, par exemple. Donc, ça peut être tout type d'entreprises internationales ou nationales installées dans vos régions. Et il ne faut pas oublier également les petites et moyennes entreprises dans les PME qui peuvent être intéressés par des cours de langue parce qu'ils ont des objectifs à atteindre de développement de marché intéressants. Donc, sur ces cibles, on a les entreprises, comme vous le disiez, mais vous pouvez aussi créer des offres pour les individuels. Donc, ces individuels sont des professionnels qui peuvent être en recherche d'emploi, qui sont en recherche d'évolution, de mobilité. C'est souvent, mais pas que, hein, les métiers du front office, par exemple. Donc, les métiers qui sont, en bon français, en face à face avec un public francophone. Bon, là, on a nos cibles, soit nos étudiants, soit nos professionnels. Alors, mais que leur propose-t-on? En quoi consistent, comment se présentent ces offres structurées dont tu parlais? Alors là, une fois, il y a pas encore une fois, il n'y a pas de grande surprise, hein. Les offres, elles, s'articulent déjà autour de deux produits. Le produit cours, cours de langue, cours de français professionnel, et le produit certification. Donc là, on est exactement sur le même format que du français scolaire, avec du français pour les jeunes, euh, pour des enfants, pour des lycéens, par exemple, avec le diplôme ad hoc qui est adapté, comme un DELF scolaire, par exemple. On peut avoir un public français langue générale qui va aller plutôt vers un DELF qui est pour le français langue générale. Et puis, bah, c'est exactement la même chose pour le français pro. Il y a les cours de français pro. Et puis, alors moi, je parle ici des diplômes de français professionnel, bien évidemment, car c'est notre indicateur. Euh, Ce sont le produit que l'on suit avec nos partenaires. Donc, on a voilà, ces deux offres qui vont être développées conjointement en règle générale. Il y a trois modèles qui sont partagés, qui existent depuis toujours, mais on va voir un peu les spécificités, comment ils peuvent se développer. On va s'intéresser au comment. Vous avez les cours qui vont être assurés par vous, qui est la première ligne de mon tableau. Donc, vous assurez les cours de français professionnel et vous les proposez dans vos locaux. Donc ça, c'est plutôt, par exemple, les cours catalogues. Les cours catalogues, si on les propose sans aucune demande de partenariat, qu'il ce soit des cours inter ou des cours intra, en règle générale, ces cours ne fonctionnent pas. On le voit depuis, voilà, le français des affaires. On a été créé en 1958, donc on en a vu des initiatives de cours catalogues. En règle générale, avoir juste sur sa page Internet le fait qu'on essaye d'ouvrir un cours de français des affaires de niveau A2, euh, ça, le public est très peu défini, ça ne fonctionne pas. Donc, on a des exemples, et on vous en montrera un tout à l'heure, qui fonctionnent très bien dès lors qu'on aura un partenariat qui va être noué. Un partenariat plutôt institutionnel, un accord cadre avec une institution, par exemple, qui va permettre de mieux définir le besoin de ce cours, la cible, le quoi, etc., et qui va apporter de la notoriété, de la diffusion à votre centre pour faire reconnaître l'offre et
vous positionner quelque part comme les pionniers, comme les experts sur ce domaine. Donc, on va être plutôt sur des cours inter ou intra qui vont être valorisés par une certification ad hoc, un diplôme de français professionnel en fin de cursus, par exemple. Un autre modèle, c'est celui que vous assurez directement dans l'entreprise ou dans l'université. Donc, c'est vous qui vous déplacez dans l'entreprise pour assurer ce cours et qui vous assure, ou c'est un département de français qui va se déplacer dans une faculté de médecine pour assurer ce cours, par exemple. Euh, donc là, vos enseignants sont envoyés soit dans les facultés, dans les universités ou dans les entreprises, et la certification est proposée par vous directement, dernier jour du cours, par exemple, le jour d'une session, qui va être organisée par vos soins dans l'établissement avec qui vous avez un partenariat commercial. Là, on va être plutôt en effet sur des cours intra qui mènent encore vers une certification. Là, ce modèle va vous demander beaucoup plus de prospection, bien évidemment, d'aller chercher chaque entreprise, d'aller contacter chaque entreprise. Donc, c'est chronophage. Hein, ça, il y a il y a des, on connaît des centres de langue qui le font, qui ont développé, qui ont un système dans leur centre de langue de prospection commerciale qui fonctionne bien et qui vont développer, voilà, aller taper au porte-à-porte, aller chercher chaque école, etc. et, euh, et signer un accord commercial. Le dernier modèle également, qui, en tout cas au niveau du diplôme de français professionnel, se développe aussi beaucoup en ce moment, depuis une dizaine d'années, c'est que vous vous rendez compte que dans votre territoire, vous avez des cours, des institutions, soit des entreprises, soit des universités, qui proposent déjà des cours de langue et des cours alors, français général ou français professionnel. Donc vous ne pouvez pas proposer. Vous avez peut-être déjà tenté par le passé, mais vous ne pouvez pas leur proposer de cours de langue. Et puis, en analysant un peu ces besoins, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas de certification. Donc là, on a des exemples d'alliances françaises, d'instituts français notamment, mais aussi une ou deux universités aux États-Unis, qui ont réfléchi à créer une offre ce que j'appelle moi une offre de certification améliorée. Car c'est pas seulement je viens avec la certification le jour de la session. J'essaye d'imaginer un ensemble, une offre étoffée autour de la certification. Je vends la certification en envoyant mes examinateurs, les surveillants. On organise ça, mais on offre aussi des petites choses autour de la certification pour donner une vraie valeur ajoutée à votre partenariat. Donc voilà, ça c'est les trois grands modèles que l'on va retrouver. Il y en a certainement d'autres, hein, mais c'est Trois principaux, les ceux trois qu'on principaux. rencontre le plus fréquemment. Exactement. Alors, je crois que tu nous parlais d'un témoignage. Nous avons un invité qui est en République dominicaine. Alors, comme il est très, très tôt en République dominicaine, eh bien, nous l'avons enregistré. Nous avons un témoignage audio à vous faire écouter. Donc, mettez vos casques pour être attentif à ce superbe témoignage que de toute façon, vous aurez l'occasion de pouvoir réécouter à loisir car nous partagerons avec vous cette présentation. Voilà. Alors, en effet, on a eu la chance de pouvoir enregistrer. Je remercie encore Anthony Roux de l'Alliance française, alors qui est actuellement à l'Alliance française de Santiago de Caballero en République dominicaine, mais qui était précédemment directeur de l'Alliance française de Cusco au Pérou, où il a développé une offre de français du tourisme en développant un modèle de partenariat qui a très très bien fonctionné. Et c'est un modèle de partenariat, alors, en l'adaptant euh, largement, profondément au contexte dominicain qu'il va essayer de développer actuellement. Donc, c'est parti pour ce témoignage. Ah, Ah, ça n'a pas fonctionné. Attendez, ça je va le arriver, lance, ça va ça va arriver. arriver. J'étais pas sur le bon écran. C'est parti. Eh bien. Bonjour, Anthony Roux, directeur de l'Alliance française de Santiago de los. Eh bien. Bonjour, Anthony Roux, directeur de l'Alliance française de Santiago de los Caballeros, ici en République dominicaine, deuxième ville du pays. Anciennement directeur de l'Alliance française de Cusco au Pérou. Je viens vous parler ici donc de l'offre mise en place à l'Alliance française de Cusco pour le français du tourisme, avec le DFP inclus dans cette offre
de formation. Un modèle qui nous semble intéressant de reproduire ici en République dominicaine, un autre pays assez développé sur le tourisme, un autre type de tourisme que celui du Pérou, mais qui a besoin justement de se former, de se certifier sur le français professionnel. Au Pérou, on avait mis en place donc une offre qui allait de pair avec une démarche marketing qui nous semble intéressante de partager ici. C'est-à-dire que on avait au départ essayé de faire du one-to-one, comme ils appellent ça, des accords avec des hôtels, des gros hôtels, des grosses chaînes pour former leur public, en envoyant nos professeurs dans ces hôtels pour former leurs professionnels. On s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas probants puisque la formation sur place dans les hôtels ne permettait pas une bonne concentration des professionnels. Ils partaient souvent appelés sur leur mission, sur leur temps de travail. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est de renverser un peu la machine, de proposer du français de tourisme générique qui embarque à la fois de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi du guidage avec du français du tourisme dès le niveau A1 pour créer des groupes un peu hétérogènes et à côté de ça, pouvoir communiquer et créer des partenariats avec des institutions qui englobent la totalité des professionnels du tourisme à Cusco, qui sont les associations des professionnels du tourisme et qui existent un petit peu dans tous les pays où le professionnel du tourisme est fort, soit à travers des systèmes d'associations ou même de syndicats des professionnels du tourisme. Donc là, on est en train de les contacter ici en République dominicaine dans ce sens-là. D'une part, ça nous permet de proposer des tarifs préférentiels pour ceux qui font partie de ces associations-là. Un deuxième point, ça nous permet également de nous faire connaître et reconnaître par ces institutions, par ces associations ou ces syndicats. Et ça nous permet d'intervenir régulièrement dans leurs réunions, dans leur assemblée générale annuelle ou biannuelle, pour pouvoir faire la promotion du français professionnel et de la certification, tout en à chaque fois développant un discours sur l'importance de la réception du touriste francophone, qui a d'autres habitudes de tourisme que le tourisme anglophone ou autre, et permet justement de faire le point là-dessus sur cette nécessité de pouvoir parler la langue de la personne que nous recevons dans nos institutions, dans nos installations. Donc, ça avait bien fonctionné puisque on avait réussi à mettre en place plusieurs cohortes de cours de français professionnels du tourisme qui incluaient à la fois des étudiants de l'équivalent de BTS Tourisme, qui incluaient à la fois des étudiants de restauration, de services, et qui incluaient à la fois des futurs réceptionnistes puis guides francophones. Donc, ça créait une hétérogénéité intéressante dans le groupe classe qui pouvaient échanger sur leurs pratiques professionnelles, sur les entreprises dans lesquelles ils travaillaient. Donc, ça créait justement cette dynamique intéressante. Et le bouche-à-oreille fonctionnait également très bien. Le fait qu'on propose également assez régulièrement, tous les mois, on essayait d'ouvrir un nouveau groupe de manière mensuelle, comme on le faisait pour le français général. Du coup, ça nous incite également à faire de la publicité, à aller sur les chaînes de télévision locales et les radios locales pour en parler, pour inciter justement les Cusqueñas à s'inscrire à ce type de formation, étant donné que avant la pandémie, le tourisme était le moteur de la ville, et ça ouvrait beaucoup de portes et beaucoup d'aspirations pour les jeunes. Donc, il me semble un modèle intéressant à partager, c'est celui-là, se rapprocher, continuer à se rapprocher des hôtels, bien sûr, et des agences de voyage, mais penser aussi aux clusters ou aux syndicats ou aux associations de professionnels du tourisme qui sont des relais intéressants. Super, merci beaucoup Anthony pour ce témoignage qui, bon, je pense qu'il sera très inspirant et pour plein succès pour le déploiement de ce projet en République dominicaine aussi. On espère que ça va bien fonctionner et
la certification est vraiment une clé et le packaging, cours plus certification. Pour moi, c'est vraiment une des clés de voûte de la réussite de ce type de programme. Très bien, me revoilà. Ben, merci, merci à Anthony, même s'il ne nous entend pas, c'était un beau témoignage. Oui, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour en République Oui, dominicaine pour s'assister à ta pour le... rediffusion. Donc, vous voyez, avec le témoignage d'Anthony, pour reprendre un peu son témoignage, il avait repéré un besoin. Hein, ce besoin, il me disait avant l'entretien que voilà, il y avait de plus en plus de touristes francophones qui venaient dans la région. Donc, il y avait repéré une opportunité. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est de travailler son argumentaire. C'est-à-dire, OK, pourquoi on va me prendre des cours de français du tourisme. Donc, ils ont réfléchi dans les grandes lignes à l'offre, sans l'avoir encore créé. Euh, dans les grandes lignes à l'offre, trouver son argumentaire. Ensuite, il a essayé, comme il le disait, à faire de la vente directe en prospection, auprès des hôtels, des restaurants, et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est là où lui est venue l'idée de partenariat avec des associations, des confédérations. Alors, il y a d'autres exemples. Hein. Je sais qu'en Roumanie, il y avait je crois que c'était l'Institut français en Roumanie qui avait signé des partenariats avec la Fédération de l'industrie hôtelière roumaine, par exemple. Enfin, voilà, d'aller taper très vite, euh, non pas vers les clients finaux, euh, mais plutôt par un intermédiaire. Trouver un intermédiaire qui allait lui permettre de pousser et de développer son offre. Donc, c'est là où le partenariat était intéressant. Dans son partenariat, donc, il a signé une convention cadre, une convention de partenariat avec une association, des associations des métiers du tourisme sur la région de Cusco, avec une carotte, enfin, c'était du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que, OK, alors si je schématise, hein, c'était vous nous permettez d'assister à vos assemblées générales où toutes vos entreprises membres sont présentes et d'assister à vos événements aussi. Vous nous invitez à vos événements métiers, vos événements, vous savez, ces chambres de commerce qui invitent aussi parfois des événements festifs le soir, des apéros dînatoires avec les différents membres d'entreprise. Vous m'invitez à tous ces événements et moi, ça va me permettre de présenter mon offre de tourisme et en contrepartie, je vous offre, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, il offrait une réduction sur les cours de langue générale, sur tous ces cours de langue, aux membres de l'entreprise et aux membres de la famille. C'est-à-dire que ça lui a permis aussi d'avoir de nouveaux clients dans ses cours pour enfants, ses cours pour adultes, etc. de Et drainer plus large, quoi. de drainer, voilà, c'est de drainer beaucoup plus large. Et finalement, qu'est-ce que ça lui a permis? C'est une diffusion, une communication. Lui, de rôder à chaque assemblée générale, il rôdait son argumentaire en leur disant, bah oui, euh, le français, euh, le français, c'est important. Il y a beaucoup de touristes, mais le touriste francophone est différent du touriste anglophone, etc. Nos cours de français professionnels permettent de voir aussi ce petit côté interculturel. Donc, vous allez pouvoir les fidéliser, etc. Donc, il y a eu un écho. Et Anthony me disait également qu'au début, bon, l'objectif était d'ouvrir un cours tous les mois, un nouveau cours tous les mois, ce qui est assez exceptionnel dans les cours de français catalogue tourisme en règle générale dans le monde. Mais là, avec le partenariat, il est parvenu, alors je crois tous les 2 mois, et après, bien évidemment, ce qu'on dit toujours, le Covid est arrivé par là, est passé par là, mais il a ouvert tous les deux, parvenu à ouvrir un cours nouveau tous les 2 mois. Et à son départ, au début, il ouvrait avec 9 et à la fin, il ouvrait un cours de français débutant en tourisme avec 20 apprenants à chaque fois. Donc, il y a eu le bouche à oreille et puis il a utilisé d'autres médias de communication. C'est-à-dire qu'il y avait les associations qui poussaient finalement, qui poussaient la diffusion et lui, les médias habituels, radio, télévision, qu'il utilisait à Cusco déjà pour ses cours de langue générale, il proposait aussi l'offre. Enfin voilà, et ça a été vraiment un succès. Donc ça, c'est pour un des modèles. Alors, pour trouver des partenariats, quel partenaire peut-on trouver d'ailleurs? Comment s'organise-t-on? Alors là, je vais encore une fois, je pense qu'il y en a une multitude. Ce sont quelques exemples, bien sûr. dans chaque pays en fait, dans chaque pays, dans chaque région, euh,
sur votre territoire, vous allez avoir des associations que nous, enfin que moi ici en France, je ne vais pas connaître, des nouvelles modalités de partenariat. Mais globalement, ce que l'on observe depuis encore une dizaine d'années, alors ça existait avant, mais qui se développe vraiment, vous allez avoir, alors comme l'a dit Anthony, des associations, des confédérations de métiers, des ordres professionnels, l'ordre en France, par exemple, mais je sais que ça s'est développé dans d'autres pays comme au Portugal il y a de nombreuses années, pour le coup, l'ordre professionnel des médecins, l'ordre professionnel des infirmiers. Euh, vous allez pouvoir développer des partenariats avec des institutions locales. Alors, quand j'entends une institution locale, ça va être le secrétariat du tourisme local, par exemple, l'office du tourisme. Ça peut être avec des mairies. Chaque mairie a, c'est des mairies, ça peut être enfin, quand j'étais au Mexique, c'était des gobiernos aussi, des gouvernements. Voilà, les systèmes politiques dans vos pays, municipaux, il y a la région aussi, qui peuvent avoir des fonds, mais des partenariats avec voilà, des mairies ou des ministères. On a des alliances qui développent, ou des instituts, des universités qui développent des partenariats avec des ministères, on verra pourquoi. Des institutions de type Pôle emploi, aussi, qui accompagnent les personnes dans la recherche d'emploi, des chambres de commerce. Alors, pareil, chambre de commerce, le réflexe est toujours de penser à la chambre de commerce franco quelque chose de votre pays. Alors oui, ça peut être une bonne option, on a plein de bons exemples de partenariat là-dessus, mais ça peut être aussi la chambre de commerce du pays directement et l'Alliance française de Miami m'a indiqué il n'y a pas très longtemps que eux s'étaient rapprochés des chambres de commerce espagnoles, des chambres de commerce allemandes, d'autres chambres de commerce en fait avec qui il pouvait y avoir des partenariats qui pouvaient se nouer parce que eux aussi représentent des entreprises importantes sur leur région et ces entreprises-là peuvent aussi avoir des liens à créer avec des entreprises ou des pays francophones. Elles peuvent avoir des marchés francophones et ils ont pu développer des partenariats. Ça peut être aussi des organismes de formation continue, hein, une stratégie d'alliance. Vous avez dans votre pays, vous avez des organismes de formation continue qui vendent aux entreprises qui sont très bien placées dans votre région des cours de management pour leur public, d'informatique, que sais-je. Bon, bah, il y a peut-être une stratégie, il peut y avoir une stratégie d'alliance avec une convention de partenariat gagnant-gagnant, avec un pourcentage peut-être sur vos cours à leur remettre pour qu'eux vendent vos modules de français professionnel à leurs propres entreprises. Euh, ça peut être aussi, ça c'est le cas alors, soit de centres de langue, université, centres de langue privée, Alliance française, Institut français, etc., ou des départements de français d'université qui vont nouer des partenariats avec les facultés, directement la faculté de médecine, la faculté de droit, etc. En tout cas, aux États-Unis, par exemple, ça fonctionne comme ça. On voit aussi, ça c'est toujours un modèle que j'ai aux États-Unis, c'est plutôt des community colleges aux États-Unis qui vont euh, créer un partenariat avec le service carrière de leur community college. Vous savez, dans les universités, il y a souvent dans les universités publiques ou privées, des services carrière qui accompagnent l'étudiant dans la recherche de stage ou dans euh, les techniques pour retrouver un emploi, créer son CV, etc., etc. Bon, bah, ça peut être aussi un moyen de partenariat sur le modèle d'Anthony, hein, par exemple. Il y en a d'autres modèles. Donc, ça, c'est un peu les institutions que vous pouvez viser. Maintenant, quelles sont les tendances? Pourquoi on les sollicite? Donc, vous voyez, on n'est plus sur du partenariat commercial, toujours. On n'est pas sur, je ne parle pas de clients en tant que tel. C'est plutôt des personnes qui vont vous pousser, qui vont soit vous aider à co-construire ou ajuster vos offres. Donc ça va être l'exemple, par exemple, de la Croatie, l'Alliance française de Siècle, qui avait repéré pareil une opportunité, encore une fois en français du tourisme, et qui a sollicité euh, une institution locale qui était type secrétariat du tourisme, secrétariat régional du tourisme dans sa région, euh, pour lui demander finalement l'aider, enfin de l'aider, oui, de mieux comprendre un peu quels étaient leurs besoins, quels étaient les métiers en tension, euh,
dans leur région, là où il pourrait y avoir des besoins de français. Et donc, voilà, le secrétariat du tourisme, enfin, le contexte était favorable, leur dire, voilà, pour nous, il y a tel métier, tel métier, tel métier, tel métier, où on va manquer de formation en français, où ce serait peut-être intéressant de développer des cours de français. Et donc, voilà, dès le début, l'Alliance française les a associés. Et donc, comme ce secrétariat a finalement été partie prenante, même de manière informelle, hein, finalement, sans avoir noué de partenariat au début, a été partie prenante dans l'élaboration des offres, euh, ce secrétariat, finalement, dès que l'offre a été lancée, a finalement diffusé beaucoup plus naturellement son offre, l'offre de l'Alliance française, par le biais des newsletters, etc. Et donc, ça lui a permis de faire connaître des offres ou de faciliter la diffusion ou la communication de ces offres. Euh, Ça peut permettre aussi d'être en contact en amont du lancement de votre offre avec toutes ces institutions à gauche, de créer ou de revoir votre plaidoyer. Et ça, j'insiste là-dessus parce que souvent, je vois encore, on va approcher euh, des clients avec un plaidoyer qui n'est pas forcément adapté, qui est le plaidoyer que vous avez extrêmement rodé depuis des années. Et dans les deux principaux, alors vous allez peut-être sourire, hein, mais je force le trait, mais ce que j'entends, mais toujours, et ce que je vois toujours sur les pages entreprises ou de cours de français professionnels de vos sites Internet, c'est nos professeurs sont tous très bien formés et experts. Là, les entreprises ont envie de vous dire, bah, heureusement, si vous nous approchez. Et deux, tous nos cours sont alignés sur le cadre européen. Il y a d'autres hein, arguments, mais globalement, ces deux arguments arrivent toujours en premier. Et ces arguments ne sont pas du tout adaptés enfin, pour le public auquel vous vous adressez. Donc, ça vous permet de revoir le plaidoyer, un peu comme l'a fait Anthony, de leur dire, il n'aura pas vendu des cours spécialisés, il leur a dit, mais vous avez un public francophone qui vient de plus en plus nombreux, vous voulez les fidéliser, ce public francophone est différent d'un public anglophone, etc. Donc, il va falloir adopter votre approche et ça peut partir de nos cours de français. Vous voyez, il a renversé un petit peu il est parti sur les besoins professionnels, les besoins même de développement du marché de ses futurs clients. Et c'est comme ça qu'il les a embarqués. On peut nouer des partenariats, bien évidemment, pour obtenir des prescriptions et des reconnaissances. Donc, ça peut être, comme on l'a vu, très naturellement, ensuite, finalement, on a une prescription informelle. Les associations péruviennes de Cusco, elles ont prescrit finalement, en accueillant l'Alliance française dans ces assemblées générales, elles les a prescrits de manière informelle. Leur dire, regardez, eux, on les invite, ils sont importants. Ce sont les spécialistes. Et ça peut être aussi des reconnaissances. Alors là, c'est plutôt au niveau des diplômes. On a des instituts français, des alliances françaises qui ont fait reconnaître localement un diplôme de français professionnel. Pourquoi faire reconnaître le diplôme? Parce que le diplôme, le faire reconnaître au niveau local, va non seulement reconnaître le diplôme, mais va reconnaître l'offre qui amène à ce diplôme. C'est plus facile de faire reconnaître une certification qui est standard, et ensuite vous pouvez vous accrocher tout type le maximum d'ateliers de formation que vous mettez dès lors que la prescription est faite sur le diplôme. Là, on l'a au niveau de l'ambassade d'Italie, par exemple, euh, qui, euh, qui a mené, on mène le renouvellement actuellement avec eux, la reconnaissance des diplômes par le ministère de l'Instruction et du Mérite italien. Les diplômes sont reconnus depuis une vingtaine d'années par le ministère de l'Éducation italien. Et là, on est en train de renouveler la reconnaissance. On a par exemple l'Académie diplomatique de Vienne en Autriche, qui a fait reconnaître par le ministère des Affaires étrangères autrichien le diplôme de français des relations internationales pour donner plus de poids aux cours de français des relations internationales qu'ils allaient ensuite proposer à un public externe à leur établissement. Donc voilà, ça peut être parfois des reconnaissances, ça peut faire peur. Ça peut être des reconnaissances importantes, mais parfois c'est des reconnaissances, c'est les faire inscrire. C'est aussi faire inscrire le diplôme à au diplôme de niveau B2, B1, A2, reconnu par l'établissement, reconnu par le ministère pour ça peut être des demandes de reconnaissance plus simples. Là, le curseur, il est vraiment varié selon les établissements, les ministères, etc. Euh, Ça peut être alors développer un label. On a par exemple l'Alliance française
d'Ossiec, l'Alliance française de Padoue, qui a lancé dernièrement en Italie son label, l'Alliance française en Arabie Saoudite, qui cherche à le développer également. Ben, le label, c'est dès le début, avec une association touristique, un établissement ou une institution touristique officielle, de dire, ben voilà, on crée un label, on crée un label que l'on peut remettre aux établissements dès lors un commerçant, dès lors que un hôtel, dès lors que un restaurant investit sur la formation de ses employés en français professionnel, un cours de français du tourisme, et alors ça dépend selon les types de labels et les types d'alliances, mais j'ai une PME, une petite entreprise, un petit hôtel a fait former un de ses employés au niveau A2, par exemple. Un réceptionniste a été formé au niveau A2. Au niveau A2, c'est largement suffisant pour pouvoir accueillir un touriste francophone et s'exprimer sur les premiers gestes du métier. On va remettre un label. Alors, un autocollant, par exemple, vous dites, à cet hôtel qui dit ici, mes employés parlent français, ici, on parle français, vous pouvez être accueillis en français. Et puis, sur ce label peut être le logo de l'Alliance française, de l'Institut, du département de français qui a donné ses cours de français du tourisme, et puis le logo, si on y parvient, de l'agence du tourisme, du secrétariat du tourisme local. On a un autre modèle, c'est encore une alliance française, qui est l'Alliance française de Puebla au Mexique, qui a développé une offre en s'appuyant sur un modèle de partenariat avec le mécénat d'entreprise. Donc, je développe pas tout parce que sinon, ça durerait des heures à le webinaire. Que d'exemples en tout Oui, cas. il y a beaucoup d'exemples. En fait, c'est un système où ils sont parvenus avec des associations comment dire, je sais plus comment le mot m'échappe, mais des associations d'une industrie particulière, des représentants, on va dire type une chambre de commerce, hein, une fondation voilà, qui regroupe plusieurs entreprises, Chambre de métier, chambre des métiers, quelque chose comme ça. alors c'est un système au Mexique, je me rappelle plus exactement, mais on a toutes les informations sur le site internet. En fait, c'est que des entreprises parrainent. Globalement, une entreprise va parrainer un jeune talent, un jeune. Elle va le parrainer. Elle va le parrainer en finançant une partie de sa formation en français des affaires et le diplôme de français des affaires ad hoc d'un certain niveau. Et au-delà du financement, elle va accueillir ce jeune en stage ou choisir un mentor dans l'entreprise qui va accompagner ce jeune, qui sont souvent des jeunes qui n'ont pas forcément accès aux plus grandes entreprises parce qu'ils n'ont pas fait une école privée très renommée. Vous voyez, il y a une vertu sociale aussi dans ce système. Et c'est un système qu'ils ont développé depuis quelques années et qui est en train de croître vraiment. On a des partenariats qui vont être signés avec des chambres de commerce pour participer à des événements organisés par le chambre de commerce ou créer des événements, un forum du français langue de l'emploi, ou bien simplement en bon français, des job fairs, donc des invités dans votre alliance, dans votre institut, dans votre université, leur prêter un local ou une cour à un moment donné pour que les entreprises viennent avec leur stand pour présenter leur entreprise et présenter leur offre d'emploi, par exemple, faire rentrer l'entreprise au sein de votre établissement. Certaines ambassades créent des sites internet français professionnels, par exemple, en mettant en avant tout le nouvel argumentaire plaidoyer autour du français professionnel. On a ça aux États-Unis, on a ça au Royaume-Uni. On a d'autres établissements qui vont, alors on a ça aux États-Unis aussi, on a ça au Royaume-Uni, et là, je crois que c'est l'Alliance française de Manille aux Philippines qui est en train de développer, qui va créer une page internet dédiée sur le site internet de l'Alliance et de ses cours, une bourse d'emploi, une bourse de stage, en partenariat avec la chambre de commerce, et ils affichent les offres de stage où on va demander du français ou les offres de français, les offres d'emploi où on va demander un minimum de français pour valoriser son offre. Vous voyez, pour vraiment valoriser son offre. Donc ça, c'est les grands modèles. Il y en a plein d'autres. Hein. Je peux citer et je terminerai là-dessus. Euh, Par exemple, encore une fois, en Italie, on va avoir les alliances françaises qui vont signer des partenariats avec des lycées professionnels de leur région
où il y a des cours de français général ou pas de cours de français. Et ce partenariat, c'est quoi? C'est pour proposer l'offre de français du tourisme ou proposer simplement l'offre de certification et de pouvoir se déplacer dans les lycées pour comment dire, présenter l'argumentaire, expliquer aux jeunes pourquoi le français du tourisme ou le français des affaires est important pour eux, pour leur carrière, etc. Et puis ensuite présenter l'offre actuelle. Donc voilà, il y a une multitude, mais c'est les grandes tendances que l'on observe. Pardon. Et en quoi donc le français des affaires peut t'aider, peut accompagner vers ces développements de programmes? Quels outils peut-on proposer? Alors oui, en effet, c'est que on a aussi au niveau du français des affaires, bon, on vous a toujours accompagné hein, autour de développement des offres et de la promotion du français pro. On a restructuré hein, ces dernières années aussi et reformulé les missions et pour chaque mission, développer des outils. Alors, on a toujours une offre majoritairement gratuite et parfois payante, reformuler notre accompagnement autour de nos trois grandes missions. Nos missions, c'est toujours les mêmes, hein, promouvoir le français, langue d'opportunité professionnelle et de développement économique. C'est vraiment notre mission en tant qu'établissement public, hein, je dirais, promouvoir le français, langue d'opportunité. On peut vous accompagner pour former vos formateurs ou vos évaluateurs, vos examinateurs au français professionnel ou à l'évaluation, et bien évidemment à certifier la capacité à travailler en français, donc vous offrir des outils de certification qui vont venir valider vos parcours de formation. Ils vont être aussi des indicateurs qualité, hein, des cours assurés. Au niveau de la première mission, promouvoir le français, on a développé en partenariat avec l'Institut français il y a 2 ans et demi un dispositif qui s'appelle les clés du français pro. Ce n'est pas une formation, c'est en fait, vous trouverez sur une page internet en accès libre, gratuitement, on va vous présenter une démarche. Comment définir un peu, voilà, comment définir un axe stratégique, quel partenariat je peux mettre en place. Enfin, voilà, on a pas mal d'outils, une démarche avec des outils qu'on vous propose pour vous guider dans votre réflexion avant on est bien en amont du lancement d'une offre de cours de français professionnel. On produit de nombreuses ressources gratuites. Vous allez retrouver des articles, des témoignages, un kit de communication. On a une chaîne YouTube qui est dédiée où vous allez avoir justement tous ces témoignages en français pro. L'idée, c'est de vous montrer un peu comme je l'ai fait, mais de manière beaucoup plus approfondie que ce que j'ai fait aujourd'hui, vous montrer un peu toutes les initiatives dans le réseau, toutes les initiatives dans le monde autour du français professionnel pour vous donner des idées, vous mettre en contact, etc. Donc voilà, ça c'est les clés du français pro qui sera sur notre site. Euh, voilà, on vous accompagne autour de 4 grandes étapes. Étudier les besoins locaux en français professionnel, comment définir une offre de cours en français pro, le qui, quoi, comment, hein, quelle cible, quel contenu, etc., dont je parlais tout à l'heure, identifier les besoins de formation de vos équipes, nécessaire ou pas, est-ce que c'est nécessaire ou pas avant de lancer mon offre, et puis élaborer une stratégie de promotion de l'offre où on va aborder la communication, mais également justement toute cette partie partenariat. Au niveau de notre formation, notre offre de formation de formateurs, on a des formations hybrides, on a des formations présentielles comme toujours, on a sur notre site internet pléthore de ressources, des fiches pédagogiques, etc., qui sont soit produites par nous, soit produites en partenariat avec nos partenaires qui sont l'Organisation internationale de la francophonie, TV5 Monde et le Français Facile RFI. On développe vraiment du matériel de français professionnel. Et on a une plateforme de formation en autonomie, la plateforme du français des affaires, où vous allez retrouver les formations gratuites pour les examinateurs de nos outils de certification. Bon, ça, c'est des formations qui sont gratuites mais fermées, euh, euh, exclusivement ouvertes pour les examinateurs de nos centres d'examen. Mais on a développé, on a lancé en janvier un nouveau parcours de formation en français pro qui s'appelle l'essentiel, qui permet très rapidement de vous mettre le pied à l'étrier, euh, de découvrir ou de redécouvrir les fondamentaux de l'enseignement du français pro. Donc, c'est un parcours de formation à l'enseignement du français pro qui est 100% en ligne, qui est en toute autonomie, hein,
que l'on a développé avec AppleLearn, qui est avec, vous voyez en petite couleur là sur le petit parcours, c'est en autonomie, c'est-à-dire vous choisissez le parcours que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire tout le parcours, c'est selon vos besoins. Et on est sur la base du micro-learning, c'est-à-dire que vous choisissez un des modules. Chaque module dure à peu près 1 heure et demie, est accessible et gratuit et accessible sur ordinateur, tablette, etc., téléphone, et qui va revenir sur. Donc, vous voyez, c'est un parcours qui va être extrêmement court et qui est gratuit. Il y aura une offre de certification payante, mais qui viendra par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ouvert et ça le restera euh, pour en une dizaine d'heures savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la création de cours de français professionnel. Voilà, Et aujourd'hui, enfin, nous avons ouais, 4 formations qui sont déjà disponibles. Hein, redécouvrir le français professionnel, analyser une demande, analyser des besoins, collecter des données et analyser des données. Et ça, vous pouvez y aller. C'est sur notre site. Et commencer à vous former. merci beaucoup, Anne. Et enfin, notre dernière mission, qui est sur la certification. Donc, vous savez, on est sur une gamme de diplômes qui est transversale, hein, qui certifie la capacité à travailler en français. On est transversal sur le domaine des affaires. Par affaires, j'entends pas français du management, c'est souvent la confusion. Hein. On est vraiment, c'est le français de la communication professionnelle, quel que soit le métier, quel que soit le niveau de hiérarchie dans l'entreprise. On est vraiment sur des transversales qui vont du niveau A1 au C1. Ce sont des diplômes à vie hein, de la Chambre de commerce, délivrés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de France. Euh, on a le diplôme des relations, français des relations internationales qu'on a créé à la demande de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. On va du niveau B1 au niveau C1, pardon. Une offre en tourisme, hôtellerie-restauration, du A2, A2, B1, B2, et une offre en français de la santé, B1, B2 et C1. Pourquoi je vous les présente aujourd'hui très rapidement? Parce qu'encore une fois, on a au niveau de ces diplômes qui sont en passation, avec des conditions de passation extrêmement simplifiées. En fin d'année, avec le lancement de notre nouveau portail, vous pourrez créer une session, inscrire des candidats et créer une session jusqu'à 48 heures avant l'organisation de votre session, par exemple, et on est sur une moyenne de résultats et de délivrance du diplôme au candidat, des résultats en moyenne, hein, on est sur une moyenne de résultats en moins de 7 jours ouvrés à l'heure actuelle, mais ce sont des diplômes où on développe gratuitement du matériel de préparation. Et là, ça va vous accompagner aussi pour votre construction d'offres de français pro, des suggestions de programmes, des ressources créées avec des partenaires. On a des partenariats avec toutes les maisons d'édition à l'heure actuelle françaises, et vous allez retrouver dans toutes les méthodes de chez Hachette, Clé International, Didier, etc., une page de préparation au diplôme de français, soit des affaires, soit du tourisme, etc. On crée des fiches pédagogiques et des tutoriels. Donc voilà, c'est un peu, je voulais vous remontrer un petit peu tout ce que vous avez à Tout ce votre qui est disposition. disponible et tout ce qui peut vous aider dans l'accompagnement pour nouer des partenariats et développer votre offre de cours en français professionnel. Merci Alexandre, c'était très dense, beaucoup d'exemples. J'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées à tous et à toutes. Alors, j'ai quelques petites questions dans le chat. Alors, je pense que c'est une question qui vient d'Algérie. Alors, en Algérie, nous sommes dans un espace linguistique, pardon, quelque peu différent, vu qu'en Algérie, nous parlons français. Et de ce fait, l'offre des diplômes de français professionnel n'a pas grand public. Quelle serait la solution pour l'offre de ces diplômes ou comment la présenter justement? Alors, j'ai un petit rajout. Est-il plus intéressant de présenter cette offre sous forme de niveau, A1, B1, etc., ou plutôt sous forme de module? Alors, je ne connais pas assez votre contexte pour vous répondre vraiment précisément. Je sais que le diplôme de français des affaires, notamment, ou des relations internationales, a été a déjà été proposé dans des pays francophones où la langue française avait un statut particulier. Donc, il faudrait que je revoie
euh, justement comment ça a été présenté. Mais je pense que, alors, je connais pas bien encore une fois, hein, j'avance à tâtons. Mais peut-être que le niveau de français langue quotidienne par rapport au public, tout dépend de la cible en fait. Si vous visez un public, si vous avez bien analysé votre cible et que la cible pour les diplômes, vous avez repéré une certaine partie de la population, une certaine partie de professionnels qui ont un bon niveau de langue française générale, quotidien, mais qui justement, dans le milieu de l'entreprise, au moment où il faut négocier, au moment où il va falloir présenter des données chiffrées ou que sais-je, au bord de l'entreprise et il y a des approximations et ça peut poser problème pour l'entreprise, mais c'est là où le diplôme va, euh, va être une plus-value et le coût. Vous voyez, tout dépend vraiment de la définition de votre cible. Vous pouvez très bien proposer un diplôme de français des affaires dans un pays où la langue française a un statut particulier. Il faut surtout bien définir votre cible. Vous ne pouvez pas le proposer à tout va, à toutes les cibles. En effet, il y a peut-être euh, encore une fois, je ne connais pas bien le contexte, mais je pense qu'une analyse de la cible doit être faite de manière fine et vous allez pouvoir trouver les arguments. Parce qu'en plus, n'oubliez pas, les diplômes de français professionnel ne sont pas formulés par contenu linguistique, mais par tâche professionnelle. Et donc, c'est souvent très parlant pour les jeunes. C'est-à-dire, ça va être le public que vous ciblez. Vous prenez le B1, par exemple, ou c'est le B2 ou le C1 que vous visez, prenez les tâches professionnelles qui sont indiquées dans le diplôme, et là, vous avez quasiment vos noms de modules. Et ça répond à la deuxième question, qui est que oui, vous pouvez le proposer en termes de niveau, si le niveau doit être prescrit, mais j'ai plus envie de dire, ça va être par rapport aux tâches professionnelles, aux besoins de l'entreprise ou aux besoins des jeunes sur le marché. C'est plus intéressant de montrer à l'entreprise Oui, il faut que que ça leur parle, il faut que ce soit la personne très… sera capable de faire ça, ça et ça et ça. Puis après, à vous finalement d'expliquer que si l'entreprise recherche un niveau de maîtrise, ben, vous allez plutôt leur conseiller d'aller sur du B2 ou du C1, etc. Le niveau va venir dans un deuxième temps, je pense. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Merci à vous pour cette question. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions. Je pense que tout le monde est en train de digérer toutes ces informations parce qu'il y avait vraiment foison d'idées pour développer ces cours de français professionnel. Alors, je vois qu'il y a une autre petite question. Alors, bonjour, je donne en continuité aux commentaires de ma collègue en demandant si ça ne serait pas plus utile lors d'une prospection commerciale de cibler les faiblesses linguistiques de l'entreprise ou de l'établissement visé avant de présenter les avantages du diplôme de français professionnel et la qualité de la formation des formateurs. Oui, je pense. Alors, encore une fois, il n'y a pas comment dire, de recette miracle et unique. Ça va vraiment dépendre de votre environnement. Euh, il peut y avoir en effet alors c'est peut-être avant la prospection, c'est peut-être avant, c'est avant même la prospection. C'est plutôt, je dirais, au niveau de l'analyse des besoins des entreprises au moment de l'analyse du marché, où vous allez essayer de repérer si les faiblesses linguistiques ont un impact sur les ventes de l'entreprise. Et là, parfois, vous pouvez trouver des données intéressantes et après voir ce que vous positionnez. Soit, moi, je ne sais pas, là, par exemple, dans votre contexte, si vous positionnez une formation, si vous vendez d'abord une formation ou si vous vendez d'abord un diplôme ou un diplôme avec une préparation, il y a différents cas de figure. Mais oui, bien évidemment, je pense que euh, lors de la prospection. Enfin, moi, je le placerais un petit peu avant la prospection. Il serait très intéressant de nouer un partenariat ou d'aller voir avec les syndicats d'entreprise, etc., pour essayer de faire remonter quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises de tel ou tel secteur. Ils vont vous permettre de roder votre argumentaire, justement. Et c'est ce qu'on vous fera remonter qui va vous permettre d'adapter au moment de la prospection votre argumentaire et de savoir si vous allez plutôt cibler. Alors, faiblesse linguistique, il ne faudra pas le présenter comme ça à l'entreprise parce qu'elle l'acceptera pas. Mais de toute façon, faut toujours cibler une problématique de l'entreprise. C'est-à-dire, ne venez pas avec le produit et présenter le produit avant.
l'entreprise va pas être forcément intéressée par un diplôme, par une offre de formation, si on a l'impression qu'elle sort un peu du néant. C'est-à-dire que vous présentez à l'entreprise pour répondre à sa problématique, qui va être vous avez du mal à, je sais pas moi, à vous développer sur avec de nouer des partenariats avec vos voisins francophones. Euh, vous allez avoir du mal à tel ou tel ou tel, voilà, vous avez des problématiques. Moi, je me rappelle, par exemple, il y a de nombreuses années, hein, quand je travaillais pour l'entreprise, l'usine de confection Pimki en Catalogne, en Espagne, on avait repéré une problématique. J'étais en Alliance française et j'allais former les personnes qui étaient du département achat avait un assez bon niveau de français, hein. Enfin, c'était un niveau B1, hein, B1, B1, B2, entre les deux, et qui, en fait, ce département achat était chargé de gérer les relations avec les, les fournisseurs, donc comment on appelle ça? Les concepteurs de textiles, les créateurs de tissus, hein, leurs fournisseurs en tissu, qui étaient, alors je sais plus, je crois que c'était au Maroc, c'est dans un pays du Maghreb, et il y avait d'énormes difficultés linguistiques du côté qui, ils avaient du mal à s'adapter, et il y avait des problèmes interculturels aussi. Et donc, une fois, c'était une vraie problématique pour Kiki, parce que vous imaginez dans le secteur des achats, il y a toujours un problème. Il y avait des délais de livraison, il y avait des retards dans l'envoi des textiles. Quand les textiles arrivaient, il y avait des défauts, il fallait renvoyer. Donc, elles étaient en mail et en téléphone en permanence avec les partenaires francophones. Et il a fallu vraiment que je travaille avec elles sur la problématique qui était fluidifier les échanges avec le partenaire. C'était pas les faire atteindre un niveau B2. L'entreprise Pimkem B2, C1, A2, elle s'en foutait. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment que on soit sur des relations harmonieuses avec son partenaire. Je peux intervenir de vive voix, c'est possible? Bien sûr, au contraire. Merci. Alors, dites-moi, en fait, vous parliez d'une présentation de l'offre soit sous forme de diplôme ou de cours. Alors, quel serait en fait le poids de ces deux? Est-ce qu'il serait plus intéressant de présenter ça en valorisation de diplôme, donc pour donner plus de prestige à un établissement, ou plutôt de le présenter sous forme de cours? Alors, en règle générale, c'est plutôt, vous vous rappelez les cibles que je vous ai, enfin les modèles, hein. Si vous parlez plutôt de votre client particulier, ce serait une entreprise ou une institution éducative ou les deux? Ça pourrait être les deux, hein. Vous Ça savez, en pourrait être les deux. Algérie, ça parle français partout. Et du coup, est-ce qu'il serait plus intéressant de chercher une certification ou plutôt d'aller vers un perfectionnement linguistique du côté professionnel? La Alors, problématique qui est là, en fait, sur le contexte algérien. alors sur le modèle les différents modèles qu'on a pu voir, c'est globalement différents cas de figure, encore une fois. C'est-à-dire que s'il y a des cours de français dans l'institution éducative, il y a déjà des cours de français euh, donnés parce que l'entreprise a son propre centre de langue ou elle a déjà un partenariat avec une autre école, euh, mais qu'il n'y a pas de certification, là, vous allez venir avec le produit certification parce que quelqu'un répond déjà euh, à ça. Après, moi, je trouve toujours plus intéressant la certification, il faut vous l'intégrer dans un contexte, il faut qu'elle ait un objectif particulier. Et c'est plus intéressant de la proposer. euh, alors, s'il n'y a pas de cours de français, il faut mettre en avant plutôt les cours de perfectionnement avec une certification à la clé, un package. C'est ce que proposait Anthony au Pérou, par exemple, hein, c'était l'ensemble. C'était une offre certificative. Donc, c'était les deux. Euh, par exemple, ça peut être, quand je parlais tout à l'heure d'offres de formation améliorée, ça peut être justement ce que vous dites, offre de perfectionnement, ça pourrait peut-être fonctionner dans votre contexte et les entreprises vont peut-être pas investir sur des heures et des heures et des heures de formation, mais des mini-ateliers de perfectionnement et à la fin de ces ateliers de perfectionnement, il y a le diplôme qui va venir derrière. Ça pourrait être intéressant. Mhm. Moi, je pense que Oui, je vois.
Ouais. Le côté perfectionnement, atelier perfectionnement linguistique, parce que, et ça va être moins effrayant que des cours de formation, vous voyez, un package de 30-40 heures en français des affaires. Là, automatiquement, on va vous dire, mais attendez, on est en Algérie, on parle français. Oui, Alors c'est que, pour ça que je vous Mhm. disais tout à l'heure, est-ce qu'il serait plus intéressant de proposer ça par niveau, c'est-à-dire dans le cadre CECRL, ou aller dans un truc modulaire, en fait? moi j'ai envie de vous dire, C'est, après, je ne connais pas tout le contexte, mais mm, l'entreprise, je pense, va être beaucoup plus réceptive à un module tout à euh, fait. négocié avec des clients francophones. Mhm. Et vous, vous mettez B1, B2 parce que vous avez vu à peu près le niveau C1, je sais, mais vous allez travailler sur un module spécifique. Ça va parce Mhm. que négocier avec des clients francophones ou négocier avec, je sais pas moi, ou présenter des données chiffrées, bref, un objectif professionnel va parler à l'entreprise. Plutôt que français des affaires B1, elle ne sait pas du tout ce dont vont être capables leurs employés après. Oui, tout à fait. Hmm. Aller sur des tâches et des objectifs bien ciblés. Mais Exactement. en fait, le souci, c'est qu'une fois qu'on aura fait, si on passe par les modules, donc on ne peut pas aller directement vers la certification CCIP et diplôme, par exemple, de maîtrise français B1. On n'est pas sur une préparation totale, en fait, de la Non, passation du niveau. mais, mais alors, là encore une fois, ça dépend de la cible. Peut-être que c'est les personnes que vous formez d'un Mhm, euh, ont besoin d'un perfectionnement sur une ou deux tâches et mhm. pourraient très bien mener les autres. D'accord. Vous voyez ce que, enfin, parce que par exemple, Mhm. s'il y a, tout dépend le diplôme que vous visez, mais il y a certainement des tâches professionnelles qui savent déjà faire en français, mais vous avez vous ciblé celles pour lesquelles il y a besoin d'un perfectionnement. Mm. Oui, tout à fait. J'ai pu avoir l'expérience avec une entreprise l'été dernier. En effet, on a travaillé avec elle et donc les employés, c'était des techniciens. On a pu travailler le B1 du français pro. Mais le souci était, dès qu'on arrive à la certification pour proposer la passation de DFP, hop, là, les entreprises, elles sont réticentes et elles disent que voilà, il n'y a aucun intérêt pour nous d'aller jusqu'à la certification. Mhm, C'est qu'elles vont suivre le parcours. On a pu suivre tout le parcours français pro et c'était vraiment adapté à mhm, ce qui est mentionné dans les modules. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir l'expérience d'une certification et d'un diplôme DFP. Les entreprises ne veulent pas aller jusqu'à mhm. cette étape-là. Alors, ce que me disait Anthony Roux, par exemple, Mhm. c'est que lui s'était rendu compte aussi de ça, en règle, parce que souvent, c'était pas tant l'intérêt ou le désintérêt du diplôme, c'était présenté comme deux éléments différents de l'offre commerciale. Il y Mhm. avait, et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un devis avec le nombre d'heures, le coût, la Tout à fait. certification, le coût. Et Oui. lui, en fait, il a lissé les coûts. Il avait Mhm. lissé les coûts d'organisation des sessions, d'organisation de l'examen dans son offre et il le proposait une seule offre. C'est-à-dire qu'il ne proposait pas Ok. facultativement le diplôme. Mm. Et voilà, Mhm. nous, notre offre, c'est comme ça et à la fin, on obtient un diplôme. Et il a bien vu la différence avant-après. Du D'accord. avant personne ou 20% accepté, mais il devait redoubler d'arguments. Et dans le deuxième, comme on leur propose automatiquement, c'est une offre officielle, parce que c'est ça aussi, on a une offre qui est validée, qui est une offre qui est, parce que finalement, proposer votre offre euh, packagée, c'est proposer une offre qui est validée par la première chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, la première Mhm. chambre de commerce et d'industrie d'Europe. Oui. Vous voyez, Mhm. encore une fois, c'est l'argumentaire qui est à revoir. C'est souvent une question, la manière dont on présente les choses. Et le contexte aussi, hein, parce qu'il est Évidemment. dans un contexte non francophone, et quand on vient dans un contexte Mhm. francophone, c'est complètement Tout différent. à fait. Tout à fait. Mhm. Après, comme moi, je vous dis, avec les billes que je connais, il faudrait voir que j'ai plus d'informations sur votre contexte, le rapport à la certification, Mhm. etc., par exemple. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, j'espère que vous avez de belles pistes maintenant pour développer vos cours de français professionnel avec au bout un superbe diplôme. Ben, j'espère qu'on En arrivera tout cas, jusqu'à la certification je avec les vous souhaite un plein entreprises. succès. Je vous souhaite un plein succès dans vos démarches. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai d'autres donc,
Oui, j'ai Nadia qui rajoute, qui indique qu'il serait peut-être plus intéressant de proposer la formation en individuel et qu'une fois que celle-ci est finalisée, revenir vers l'organisme pour proposer la certification. Et que peut-être à ce moment-là, les entreprises seront plus réceptives. Encore une fois, hein, ça dépend vraiment du contexte. Hein. Ça dépend vraiment du contexte. Une fois que je connais pas votre contexte, hein, Nadia, mais en règle générale, quand les entreprises achètent un premier package de formation, revenir seulement dans un deuxième temps avec la certification. Oui, on a répondu à leurs besoins Oui, immédiats, c'est concret, donc pourquoi continuer? exactement. C'est vrai que c'est mieux de Et tout ça va être présenter. considéré comme un deuxième produit, et c'est pas forcément ce qu'ils vont vous demander au début. Ils sont pas venus vous chercher pour une certification, ils sont venus vous chercher, ou vous êtes allé les chercher pour une formation. Mm. Et donc, voilà. Excusez-moi d'intervenir parce Oui. que nous, déjà bonjour, hein, Bonjour. parce que nous, généralement, quand on propose le package, les entreprises ou autres ou les organismes sont très réticents. Donc, peut-être par rapport au prix ou par rapport au package qui les effraie et tout. Donc, c'est pour ça que je me demande si la formation seule pourrait être plus intéressante et puis revenir peut-être après pour proposer la certification. C'est-à-dire alors c'est à creuser pour le coup. Moi, encore une fois, je ne connais pas votre contexte, mais peut-être que, en effet, si la majorité des entreprises ne sont pas intéressées, alors il faut voir comment vous présentez le package. Si c'est sur deux tarifs différents, en effet, ça va effrayer. Après, si tout est lissé au sein d'une seule offre, vous pourrez peut-être tester. Et si vous avez testé que ça ne fonctionne pas, que les entreprises disent non, retirez-moi ça de l'offre, faut tester si justement c'est la formation, c'est comment dire, la, la formation qui va intéresser les entreprises et le diplôme qui va intéresser l'individu. C'est l'individu qui s'est fait C'est payer ça. son offre par l'entreprise et ensuite il pourrait être intéressé. Et c'est là où ce que j'ai expliqué ce matin, je pense, peut être intéressant, c'est de réfléchir en amont. Vous voyez, comme l'avait fait, comme le font beaucoup de personnes, c'est de dire, OK, ils acceptent pas le diplôme, ils veulent pas du diplôme. Pourquoi? Quel type de partenariat je pourrais mettre en place pour que l'offre ou le diplôme se dise, ah bah oui, ça devient incontournable. Il y a peut-être des partenariats intéressants à mettre en place, j'ignore. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous. Bien, écoutez, je crois que nous allons nous arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, ça a été très dense, beaucoup d'informations. Donc, je ne manquerai pas de vous envoyer le lien de rediffusion de ce webinaire ainsi que la présentation d'Alexandre, dans laquelle vous retrouvez toutes les informations et tous les outils possibles pour continuer à vous accompagner, pour développer votre offre de cours de français professionnel et d'aller peut-être même jusqu'à la certification. Voilà. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité et de votre présence. Sachez que nous aurons certainement un autre webinaire au mois de juin. Peut-être que le sujet changera, mais de toute façon, vous serez prévenus comme d'habitude et n'hésitez pas à aller naviguer sur notre site internet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit peut-être et à très bientôt sur nos écrans. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci Anne.